Cette vidéo est sponsorisée par Holzkern. Holzkern, maintenant, vous connaissez, c'est une société autrichienne qui fabrique des montres, des bijoux, des sacs à main, des lunettes de soleil, toujours à partir de matériaux naturels tels que la pierre, le bois, l'ardoise, les feuilles, la nacre, etc. Chaque modèle est toujours fabriqué en petite quantité et du fait même de son processus de fabrication, chaque modèle est absolument unique. Et tout ceci fait partie du modèle responsable d'Holzkern, des productions en petite quantité. Ça garantit à la fois la qualité du produit et sa durabilité. Et Holzkern est par ailleurs engagé dans la lutte contre la déforestation. C'est pour ça qu'ils ont la certification FSC. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce modèle-ci, la montre Deep Diver, qui fait partie de la collection des montres automatiques en marbre et argent. Voilà, parce que de temps en temps, j'aime bien aussi avoir une montre avec une élégance assez classique, mais si vous regardez de près, le cadran, c'est marbre, quoi. Marbre et argent, ça a quand même de la gueule. Et alors juste rapidement, je rappelle, une montre automatique, c'est une montre qui fonctionne sans pile. Elle fonctionne uniquement au mouvement du poignet. Titre. Et donc si vous l'enlevez et que vous la posez pendant 2 jours, elle va s'arrêter. Mais pas de panique, vous la reprenez, vous la secouez pendant 3 secondes, vous la remettez au poignet et hop, c'est bon, elle remarche. Ah, et un truc très important que j'oublie à chaque fois de préciser. C'est-à-dire que moi, mon truc, c'est plutôt les montres. C'est plus les montres que les bijoux ou les sacs à main. Et très clairement, à chaque fois, je choisis une montre qui me plaît à moi. Mais notez bien que Holzkern fait également des très jolies montres pour femmes, ainsi que des bijoux, des pendentifs, des bracelets. Pour hommes et pour femmes, des sacs à main, tout ça. Allez sur le site, lien dans la description, vous verrez. Et alors aujourd'hui, je n'ai pas de code promo à vous fournir. Non, parce qu'avec le Black Friday qui arrive, il y a quasi la totalité du catalogue qui est en promo. Donc, lien dans la description, allez sur le site, suivez bien le lien dans la description, comme ça ils savent que c'est moi qui vous envoie. C'est toujours mieux, si vous achetez des trucs qui se rappellent, qui disent « Ah, mais c'est, il pensait qu'il nous l'a envoyé celui-là. À vous, ça vous changera rien, mais comme ça, eux, ils savent. » Et comme je le dis à chaque fois, s'il y a un modèle qui vous tape dans l'œil, attendez pas 1000 ans avant de le commander, parce que je rappelle donc, ce sont des petites quantités, et quand il y en a plus, eh ben, il y en a plus. Encore une fois, merci à Holzkern de me faire confiance. Le lien dans la description, tout ça. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Bon, on a vu dans un épisode précédent ce qu'était la matière noire. Le lien est dans la description si vous l'avez pas encore vu. Parce que dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous l'avez vu. Et aujourd'hui, on va s'occuper de l'autre partie de ce gros sujet. Le sujet étant, est-ce qu'il y aurait pas dans l'univers des trucs qu'on ne voit pas, qu'on n'identifie pas, qu'on ne distingue pas, mais qui sont absolument partout et dans des proportions gigantesques? En d'autres termes, aujourd'hui, c'est l'énergie noire. Ou énergie sombre. C'est pareil, c'est la même chose. Moi, j'ai plus souvent l'habitude de parler d'énergie noire, mais il peut m'arriver de dire énergie sombre. Enfin bref, générique. Alors, vous vous rappelez, si vous avez vu mes vidéos sur le Big Bang, lien dans la description, vous vous rappelez donc qu'Edwin Hubble a, grâce aux travaux d'Henrietta Swan Leavitt, montré en 1924, rappelez-vous, c'était avec le télescope TUT, qu'un paquet de machins qu'on identifiait dans le ciel comme étant des nébuleuses étaient en réalité d'autres galaxies. Et d'un coup d'un seul, comme ça, en 1924, notre univers devenait giga plus grand que ce qu'on pensait. Un peu comme si vous pensiez que tout l'univers connu, en fait, c'était votre chambre à coucher, et que d'un coup d'un seul, vous découvrez et vous comprenez ce qu'est la Voie lactée. N'empêche, ça devait être quelque chose de découvrir un truc pareil. Ok, donc, en 1924, on comprend que notre univers contient des milliers, des millions, en réalité des milliards de galaxies plus ou moins comme la nôtre, et que donc, en effet, l'univers est giga plus grand que ce qu'on croyait avant. Et à partir de là, évidemment, il y a des questions qui vont se poser, je veux dire, et du coup, il fait quelle taille notre univers? Et aussi, c'est quoi la forme de l'univers? Donc vous pensez bien qu'à partir de là, on va continuer, on va persister à observer absolument tout ce qu'on peut dans le ciel, si bien qu'en 1929, Edwin Hubble publie un papier dans lequel il y a ce qu'on va appeler la loi de Hubble, mais que rapidement on appellera loi de Hubble-Lemaître, parce que Georges Lemaître avait prédit cette loi 2 ans plus tôt, en 1927. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos sur le Big Bang, donc je reviens pas dessus en détail. En gros, ce qu'a observé Hubble, c'est que quand on étudie ce qu'émettent ces galaxies en termes de rayonnement, c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend. On s'attend, par exemple, à capter des longueurs d'onde qui correspondent à l'hydrogène ou à l'hélium, ce genre de choses, quoi. Mais on les capte pas. Enfin, en réalité, on les capte presque. C'est-à-dire qu'on capte des longueurs d'onde qui sont très proches, mais pas tout à fait les bonnes. Elles sont un petit peu décalées vers le rouge. Sauf pour la galaxie d'Andromède, là c'est pareil, mais décalé vers le bleu. Et ce décalage vers le rouge ou vers le bleu, on en a déjà parlé dans les vidéos sur le Big Bang. Donc si, à ce stade, vous n'avez pas encore vu ces vidéos sur le Big Bang, et que vous persistez à refuser de vouloir les voir, il n'y a pas de problème. Mais il faudra pas venir râler que vous comprenez pas. Ce décalage, c'est l'effet Doppler. Pas vraiment, en fait. C'est un truc relativiste.
à propos de la dilatation de l'espace, mais on s'en fout. Ce qui est important pour nous à ce stade, c'est que ça se comporte comme l'effet Doppler. Notamment, ce qu'on note, c'est que décalage vers le rouge, ça veut dire que ça s'éloigne, et décalage vers le bleu, ça veut dire que ça s'approche. Alors, que la galaxie d'Andromède se rapproche de notre galaxie, en vrai, c'est pas insensé, hein, vu leur proximité et leur masse respective. Bah, la gravitation, elle fait son taf, hein, et puis donc les deux s'attirent inexorablement. Mais dire que les autres galaxies s'éloignent de la nôtre, et de plus, qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Oui, parce que c'est ça, hein, la loi de Hubble-Lemaître. Hein. C'est les galaxies s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont loin. Proportionnellement. Et ben ça signifie que l'univers est en expansion. Et rechoc pour tout le monde. C'est-à-dire, on n'a même pas eu le temps de s'habituer au fait que notre univers était beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, qu'on nous explique qu'en fait, il continue de grandir. Tout ça en 5 ans. Hein. Et donc voilà, on commence à avoir une vision un peu plus claire et un peu plus nette de ce qu'est notre univers. En gros, il y a eu un Big Bang, et après ce Big Bang, tout est devenu très grand, très vite. Ça a donné un élan phénoménal à des énormes volumes de gaz et de matière, qui sont par la suite devenus des galaxies, qui donc continuent de s'éloigner les unes des autres. Et donc, à ce stade, il est absolument pas déconnant de se dire un truc du genre, les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses folles. Sauf qu'il y a strictement rien qui maintient ces vitesses d'éloignement. Voilà, je veux dire, les galaxies sont pas propulsées par quoi que ce soit, hein, donc elles sont censées respecter les lois de la mécanique newtonienne. En gros, si on considère qu'elles ne sont soumises à aucune force extérieure, elles doivent continuer leur chemin en ligne droite et à la même vitesse. Alors bien évidemment, quand deux galaxies sont proches l'une de l'autre, la gravitation va interférer sur leur trajectoire, etc. Il va se passer des trucs, on est d'accord. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Si on considère qu'elles ne sont soumises à aucune force extérieure. Eh oui. Parce que, en vrai, si vous imaginez une galaxie toute seule dans son coin, bah elle est tout de même attirée par la gravitation d'absolument tout le reste de l'univers. Alors, on l'a vu, hein, on l'a dit déjà, la gravitation, c'est une interaction qui est d'une intensité très très faible, et d'autant plus faible que la distance est grande. Je rappelle qu'elle décroît avec le carré de la distance. Hein. Donc ça veut dire que 3 fois plus loin, c'est 9 fois moins fort. Donc tout ça pour dire que la gravitation du reste de l'univers, si notre galaxie est suffisamment isolée, on va pas peser pour grand-chose, je pense, si. Alors certes, en effet, c'est pas grand-chose, mais ça existe. Autrement dit, d'accord, les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais avec le temps, leur vitesse d'éloignement devrait diminuer, du fait de l'attraction gravitationnelle qui vient un petit peu contrebalancer cette vitesse d'éloignement. Et en partant de là, on peut envisager 3 avenirs possibles pour l'univers. Même si en réalité, spoiler, c'est que 2, mais 3 avenirs possibles pour notre univers. Tout d'abord, les galaxies vont continuer à s'éloigner en ralentissant, mais comme en s'éloignant, la gravitation devient plus faible au carré, et ben en fait, ça ne suffira pas à les arrêter complètement, et au bout d'un moment, bah là, elle sera tellement loin que la gravitation deviendra négligeable, et elles finiront par toujours dériver et toujours s'éloigner les unes des autres. Une conséquence de cette hypothèse, c'est un truc qu'on appelle le Big Freeze. Alors je vais pas en parler maintenant parce que c'est pas le propos, je vous mets des infos dans la description si ça vous intéresse. Deuxième avenir possible pour notre univers, la gravitation va suffisamment ralentir les galaxies pour qu'à un moment donné, elles arrêtent de s'éloigner les unes des autres. Et comme la gravitation va strictement pas en rester là, ben elle va continuer à les attirer, ce qui fait qu'à un moment donné, elles vont finir par se rapprocher les unes des autres, ce qui va augmenter la gravitation, jusqu'au moment où en fait elles vont se rapprocher de plus en plus les unes des autres, et tout ça va finir par se concentrer jusqu'à quasiment faire le volume d'un point en gros, hein, ce qu'on appelle le Big Crush, et là non plus je vais pas rentrer dans le détail, les infos dans la description. Dernier avenir possible, même si en réalité celui-là il n'est pas possible, c'est pour ça que je disais 2, voilà, c'est que la gravitation vienne compenser exactement la vitesse d'éloignement, et que l'univers devienne statique. C'est-à-dire que les galaxies arrêtent de s'éloigner, et tout devient statique. Bon ça c'est pas possible, hein, c'est le cas précédent. Je veux dire, la gravitation elle va pas s'arrêter, et donc si à un moment donné ça s'arrête, eh ben elle va finir par prendre le dessus, et puis tout va se rapprocher, et puis on est dans le cas précédent. Ah, et un truc que j'ai oublié de dire, et qui est turbo important. Pour nous, ça va de soi, parce que nous on sait que notre univers est homogène et isotrope, vidéo sur le Big Bang, lien dans la description. Mais lorsque Hubble, et avant lui le maître, nous expliquent que les galaxies s'éloignent les unes des autres proportionnellement à leur distance, en réalité ils ajoutent un petit détail. Et c'est un détail important. Ils disent, quand on parle des machins qui s'éloignent proportionnellement à leur
C'est comme ça que ça se passe dans ce qu'on observe. Mais concernant les parties de l'univers qu'on n'arrive pas à observer, on part du principe que ça se comporte de la même manière. Sous réserve que l'univers soit homogène et isotrope. Bon, comme c'est important, là je vais vous faire le brief, mais rapidement. Pléonasme. Dire que l'univers est homogène, c'est dire que, quelle que soit la portion de l'univers qu'on regarde, bah, globalement, c'est foutu pareil. On trouve les mêmes éléments, dans les mêmes proportions, vite fait, enfin voilà. Globalement, partout où on regarde, ça se ressemble. Et dire que l'univers est isotrope, c'est dire que les lois de la physique ne varient pas en fonction du sens d'observation, en fonction d'une rotation. C'est-à-dire qu'en gros, vous regardez l'univers, si vous faites une rotation de 90 degrés, les lois de la physique sont les mêmes. Ça change rien. Le graphite, par exemple, n'est pas naturellement isotrope. C'est-à-dire, il a des propriétés intrinsèques qui dépendent de la direction. On dit qu'il est anisotrope. Voilà, bon, il se trouve que depuis nous, on sait que l'univers est homogène et isotrope, et donc, jusqu'à preuve du contraire, la loi de Hubble-Lemaître, elle est valable dans tout l'univers, y compris les portions de l'univers qu'on ne voit pas. Et tout le monde est content. Sauf un gars. Mais il y avait un gars, pour lui, l'univers, il était nécessairement statique. Il avait toujours existé, il existerait toujours. C'était vachement important pour lui. Je sais pas pourquoi, mais c'était vachement important pour lui. Et ce gars, évidemment, c'est Albert Einstein. Ce qui est d'ailleurs assez cocasse quand on sait que c'est Albert Einstein qui a révolutionné notre conception même de l'espace et du temps. Pareil, une vidéo sur la relativité restreinte. Lien, description. Et j'en profite, il y a aussi une vidéo sur la relativité générale. Lien, description. Démerdensizich. Avant Einstein, on considérait que l'espace et le temps, c'était des machins absolus. Un peu comme si notre univers était une grande salle vide avec une horloge. Et dans cette grande salle vide, 1 mètre, bah ça faisait toujours 1 mètre, et 1 seconde, bah ça durait toujours 1 seconde. Tout l'univers tenait dans cette immense salle fixe, et le temps s'y déroulait selon cette horloge fixe. Mais voilà, après Einstein, eh ben on apprend que 1 mètre, en fait, ça mesure pas nécessairement 1 mètre pour tout le monde. Le gars qui est là, qui mesure 1 mètre, bah c'est pas le même mètre que pour le mec qui marche à côté. Et pareil, 1 seconde ne s'écoule pas de la même manière pour l'un et l'autre. Et donc voilà, donc c'est marrant que ce soit ce gars-là qui coince avec l'idée que l'univers soit en expansion et ait eu un éventuel début. Et c'est d'autant plus marrant que les équations d'Einstein prévoient un univers en expansion. Oui, mais il refusait tellement cette idée qu'il a totalement artificiellement créé une constante ad hoc, voilà, qu'il appelait la constante cosmologique, pour contrebalancer cette expansion afin d'avoir un univers statique. Et c'est de cette constante cosmologique qu'il dira par la suite, une fois que on aura prouvé le Big Bang, tout ça, qu'il dira « Ah, putain, c'est quand même la plus grosse connerie de ma vie ». Faisons maintenant, si vous le voulez bien, un petit saut dans le temps. Vous allez voir qu'on va furieusement s'approcher du temps présent. En 1998, oui, 2 équipes internationales de chercheurs, d'une part le Supernova Cosmology Project, dirigé par Saul Permuter, et d'autre part le HiSi Supernova Search Team, dirigé par Adam Riess et Brian Schmidt. Ces 2 équipes étudient un truc tout de même assez spécifique. La distance de luminosité de supernovas de type 1A. C'est les supernovas thermonucléaires. On en a brièvement parlé dans la vidéo sur les trous noirs. Lien, description, voilà. Et ces supernovas, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont une magnitude absolue qui est connue. Et en observant le décalage vers le rouge de ces supernovas, ça nous permet de tracer l'évolution de l'expansion de l'univers au cours de son histoire. Potentiellement sur des milliards d'années. Pour le dire autrement, ce machin-là va nous permettre de voir à quelle vitesse est-ce que les galaxies qui s'éloignent les unes des autres ralentissent. Bon, c'est pas mal. Et le truc que peu de gens avaient anticipé, c'est que ça ralentit pas en fait. Mais genre, même pas un peu, hein. Non. Ah non, ça s'accélère. Ça s'accélère pour de vrai. Donc déjà, inutile de vous dire que les 2 équipes là, elles ont reçu le prix Nobel de physique en 2011. Bien sûr, oui, en 2011. Les gars qui ont trouvé que l'expansion de l'univers s'accélérait ont eu le Nobel en 2011. Juste pour que vous puissiez situer ça sur une frise chronologique, en 2011, Norman a déjà sorti sa vidéo sur les bilingues. Bref, est déjà en train de passer sur Canal+, et en train de cartonner de partage sur Facebook. Marvel, eux, ils ont déjà sorti Iron Man, l'incroyable Hulk, Iron Man 2 et Thor. Donc on est véritablement sur quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je répète, la découverte c'est 98. Genre, pendant mes études, on ne savait pas encore que l'expansion de l'univers s'accélérait. J'insiste un peu, mais c'est parce qu'on a facilement tendance à oublier que certaines découvertes scientifiques sont tout de même récentes. Cela étant, il se trouve que c'est une découverte qui pose tout de même
un problème. Et pour un petit. Et oui, est-ce que pour qu'un machin accélère, il faut bien qu'on lui applique une force qui l'accélère. Non seulement ça, mais là on est en train de parler d'accélérer des galaxies. Donc vous pensez bien que le truc qui accélère une galaxie, c'est pas un petit machin, quoi. Pas un pet de mouche, le truc, hein, il faut que ça pulse un peu, quand même. Donc, on est sur un truc qui est vraiment pas un petit machin, et qui nous aurait échappé jusqu'à maintenant. Sans compter que la gravitation, pour le coup, on la connaît, on l'avait prise en compte, et on sait qu'elle a tendance à s'opposer à l'éloignement des galaxies. Donc, c'est-à-dire que le machin qui accélère les galaxies, le fait contre la gravitation. Et ça, les scientifiques qui ont bossé là-dessus, ils sont pas cons, hein, ils en parlent dès 1998. En 1998, voilà, pour la première fois dans un article qui est signé par Dragan Hutterer et Michael S. Turner et qui est intitulé Prospects for Probing the Dark Energy via Supernova Distance Measurements, avec l'accent qui va bien. Perspective d'étude de l'énergie sombre par le biais des mesures de distance de supernova. Et ça y est, le mot est lancé. Dark Energy. Énergie sombre. Ou énergie noire. C'est pareil. Même si en réalité, on devrait plutôt parler d'énergie invisible, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mais bon, oui, comme je l'ai dit, on continue d'appeler ça énergie sombre ou énergie noire. Voilà, c'est selon... C'est la même chose, vous prenez pas la tête avec ça. Bon, et alors, dans cet article, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, il faut imaginer une énergie avec une pression négative. Et ça, alors, je vous le spoil instant, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est un truc qui se comporterait un peu comme une gravitation, mais inversée. Une gravitation répulsive. Pareil, hein, aucune idée de ce que peut être un tel machin. Et alors, juste histoire qu'on ait tous bien l'air cons, ils ajoutent que pour que l'univers soit dans l'état dans lequel on le connaît, il faut que ce machin représente au moins les 2/3 de l'énergie de l'univers. Ce qui signifie, si vous suivez bien, qu'entre l'énergie noire et la matière noire, ça fait un paquet de trucs dans l'univers qu'on ne connaît pas, et qu'au final, les trucs qu'on connaît, genre la matière, enfin les trucs qu'on voit, qu'on étudie depuis des centaines d'années, ça représente que quelques pourcents de l'énergie totale de l'univers. Quelques pourcents. Et je le redis, hein, oui, on a tous bien l'air cons avec ce machin-là. Cela étant, un truc vraiment cool avec les scientifiques, premier degré, hein, c'est pas du sarcasme, c'est qu'ils n'ont pas besoin de savoir à quoi ils ont affaire pour l'étudier. Et donc ils vont commencer à s'atteler à étudier ce machin, à essayer d'en comprendre si un tel truc existe, quelles en sont les propriétés. Par exemple, quelle est l'intensité de cette accélération, et est-ce que cette accélération varie au cours du temps? Bref, tout un tas d'informations qui vont nous permettre de dresser un portrait en creux de ce qu'est l'énergie sombre. Et à partir de là, évidemment, il va également y avoir des théories sur la nature de cette énergie sombre. Une hypothèse serait qu'elle résulte de l'existence de particules qu'on ne connaît pas, particules inconnues au bataillon, qui auraient été créées au Big Bang, qui seraient absolument partout dans l'univers, et qu'on connaîtrait pas. Le problème que pose cette hypothèse, c'est que la répartition de ces particules dans l'univers serait pas complètement homogène. Il y aurait au moins des foyers de regroupement, des endroits où les particules se regrouperaient. Ce qui fait qu'on constaterait des variations de densité de cette énergie dans l'univers, ce qu'à ce jour on ne constate pas. Mais de plus, là ça craint parce que ça commence de plus en plus à ressembler furieusement à l'éther, qu'on avait abandonné parce que c'était con. Une autre hypothèse, plus vraisemblable. Notez immédiatement que j'ai dit vraisemblable et pas vrai. Je vous spoil la fin de l'histoire, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc là, vraisemblable. L'énergie noire serait l'énergie quantique du vide. Le vide à l'échelle quantique, c'est pas vide du tout. Il faut se sortir ça immédiatement de la tête. Je vais pas détailler parce que c'est vraiment le sujet d'un épisode à part. Mais voilà, gardez ça en tête. À l'échelle quantique, dans le vide, il se passe un full trilliard de trucs. Et donc, il y a de l'énergie. Et le truc marrant avec cette hypothèse, c'est que cette énergie quantique du vide, si elle est constante, elle a déjà été modélisée par Einstein. Oui. Sa fameuse constante cosmologique, hein, sa plus grosse connerie de sa life. Figurez-vous que c'est un candidat sérieux pour l'énergie noire. Et alors, ce qui est fameux, c'est que ça découle donc de la relativité générale. Et vous vous rappelez, hein, la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation, qui explique que la gravitation, c'est pas une force en fait, mais c'est une propriété géométrique de l'espace-temps. Et selon ce modèle, la constante cosmologique est également une propriété de l'espace-temps.
propriété fondamentale de l'univers. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec cette constante cosmologique. Plusieurs même. Déjà, Einstein, donc, il l'a introduite pile pour contrebalancer la gravitation, puisqu'il voulait un univers statique. Donc, de ce fait, la constante cosmologique, puisqu'elle s'oppose à la gravitation, elle fait précisément ce que fait l'énergie noire. Mais pas avec la même intensité. L'énergie noire ne contrebalance pas la gravitation, hein. Elle la dépasse largement. Ensuite, si l'énergie noire, ça représente la densité de l'énergie quantique du vide, alors on est confronté à un autre problème, qui lui non plus n'est pas un petit. Dans le modèle standard des particules, hein, dans la physique des particules, la densité de l'énergie du vide, on sait la calculer. On s'en fout de sa valeur, c'est pas important, elle a une valeur X, qu'on connaît. Et juste pour que vous ayez une idée, cette énergie est gigantesque. Gigantesque. On parle de vide, hein. Eh ben, à l'échelle quantique, le vide, putain, l'énergie de ce machin, c'est un nombre qui est démentiel. Vite fait, il y a une mesure qui s'appelle l'électronvolt. Un électronvolt, c'est l'énergie cinétique d'un électron qui a été accéléré depuis une position au repos, avec une différence de potentiel de 1 volt. Un électron accéléré sur 1 volt, l'énergie, 1 électronvolt. Donc à partir de là, je vais faire des comparaisons débiles, on est d'accord? Mais c'est juste pour que vous ayez une notion des grandeurs. Mais on est d'accord, c'est complètement débile. Un électronvolt, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 19 joules. Un 10 milliardième de joule. Et pour vous donner une idée, un pistolet 9 mm qui tire une balle, donc de 9 mm, la balle, au moment où elle sort de l'arme, elle a une énergie cinétique d'environ 500 joules. Voilà, donc éventuellement, oubliez ces histoires d'électronvolts et de machin. Dites-vous simplement que une balle de pistolet, une balle de 9 mm, c'est environ 500 joules. Là, on est sur un truc qui est de l'ordre de 10 puissance 74 gigaélectronvolts, soit en joules de l'ordre de 10 puissance 64 joules, soit de l'ordre de 100 millions de milliards de fois une balle de 9 mm. Vous savez quoi, plus simple que ça, de l'ordre de 10 millions de milliards de fois Hiroshima. Et donc, en effet, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est quand on calcule la densité de l'énergie du vide dans le modèle standard. Physique des particules, truc classique. Mais quand on le calcule avec la constante cosmologique, on trouve un résultat légèrement différent. Légèrement. C'est environ 120 ordres de grandeur plus petit. De l'ordre du millième, de milliardième de joule. C'est plus petit. Donc, pour résumer, assez simplement, alors que, en théorie, on aimerait bien trouver globalement la même valeur, tout se passe un peu comme si on cherchait à mesurer un truc qui fait 1 mètre, et qu'au final, le résultat qu'on trouve, c'est 1 milliard de fois la taille de l'univers observable. À peu près. Est-ce que vous le sentez, là, qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec cette variation de valeur qu'on trouve? Sans compter que si on ne se plante pas sur la constante cosmologique, eh ben, pour réussir à obtenir l'univers tel qu'on le connaît, sa valeur doit être fine à 120 chiffres après la virgule. Et ça, je préfère vous le dire de suite, il n'y a pas un scientifique actuel qui est à l'aise avec ce genre de contraintes. Non, ça les mecs, s'ils n'ont pas une théorie qui vient expliquer pourquoi, 120 chiffres après la virgule, ça pue duc. Ça pue duc. Mais du coup, vous allez me dire, quoi? Eh ben, j'en sais rien. Ah bon? Bah l'énergie noire, pour l'instant, en réalité, on n'est pas plus avancé. Hein. On n'est même pas vraiment sûr que ça existe. Hein. Oui, c'est une hypothèse qu'on aime bien, mais pour l'instant, apparemment, et là vous comprenez bien que je dis apparemment parce que je ne pige plus rien à ce que je raconte là, hein, à partir de là. Là, je vais vous relayer le truc tel que je l'ai vu, mais voilà. Apparemment, une équipe de 2019 a montré que si la matière noire est visqueuse et qu'elle interagit avec elle-même, alors elle permet à l'univers d'exister comme s'il y avait de l'énergie noire, mais sans énergie noire. Pas mal. Après, il y en a aussi qui ont tenté de montrer qu'en fait, on s'était planté quant à l'accélération d'expansion de l'univers, qu'en fait, on avait fait il y avait des défauts d'observation, etc., et qu'en réalité, l'expansion ne s'accélérait pas. Et c'est clair que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin du tout d'énergie noire, hein, mais ça a été formellement réfuté. Donc, voilà, jusqu'à preuve du contraire, l'univers est en expansion et
cette expansion s'accélère. Enfin, et là pareil, hein, j'entrave que dalle à ce que je vais raconter, juste voilà, que vous le sachiez, dites-vous simplement que je l'ai lu. En 2017, André Madère de l'Université de Genève propose une nouvelle hypothèse dite de l'invariance d'échelle du vide. Alors son machin est actuellement encore en cours d'étude, hein, c'est super récent, mais si son hypothèse est validée, bah, figurez-vous que ça nous débarrasse définitivement et de l'énergie noire et de la matière noire. Ce serait beau. Et on en parlerait ensuite dans 50 ans sur YouTube pour se moquer de la matière noire et de l'énergie noire, exactement comme moi je me suis moqué de l'éther il y a quelques années. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien à le liker, à le commenter et à le partager. Très important. Si vous êtes passé par l'une ou l'autre des nombreuses vidéos qui sont en lien dans la description, j'espère qu'elles vous ont également plu et que vous avez pensé à les liker, à les commenter et à les partager. C'est hyper important. Pensez bien à vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent, surtout que là, avec la fin d'année, il va y en avoir quand même un certain nombre. Voilà. La fin d'année va être dense. Une fin d'année. Hein. Pensez également à vous réabonner si jamais YouTube a décidé à votre place que vous ne deviez pas faire partie de cette communauté. Voilà. C'est pas à eux de choisir ça, c'est à vous. Laissez-moi d'ailleurs un commentaire hein, si c'est le cas, que vous avez été désabonné contre votre gré. Parce que je les collectionne, parce que YouTube continue de nous dire que non, ça n'existe pas. Si à un moment donné vous étiez abonné et que vous l'êtes plus, c'est vous. C'est vous qui avez décidé de vous désabonner. Même si vous l'avez pas... Voilà. Vous dormiez, on ne sait pas, mais voilà, c'est vous qui avez décidé. C'est pas YouTube. Jamais. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, reste... Attendez, juste, voilà, hop, je profite. Un truc, alors c'est un détail, donc je vais pas en parler 3000 fois, mais c'est important. YouTube a récemment, en gros, mis en place une fonctionnalité, globalement sans prévenir personne. Et c'est une fonctionnalité qui vous affecte. C'est un machin qui s'appelle le mode restreint. En gros, c'est une fonctionnalité qui vous permet, je mets des guillemets parce que c'est vous, ça vous permet rien du tout. C'est juste vous qui permettez à YouTube de... Permet donc, si vous l'activez, de supprimer des suggestions et des résultats de recherche toutes les vidéos dont YouTube pourrait se dire que leur contenu est réservé à un public averti. Et YouTube indique eux-mêmes que ça n'a rien à voir avec la limite d'âge. Hein. Donc, je vous le traduis en français. En gros, c'est voilà, YouTube, si vous activez ce truc-là, ils vont s'assurer que vous ne voyez plus de vidéos avec des gros mots, par exemple. Par exemple. Ou alors sur des sujets qui... C'est peut-être pas des sujets... Ouais, c'est des sujets un peu... c'est un peu anxiogène, vous n'avez pas envie de voir ça. Mais faites confiance au système, hein. Il sait mieux que vous ce que vous voulez voir. Toujours est-il que si vous n'avez pas envie de les laisser encore plus décider de ce que vous pouvez voir ou non sur la plateforme, parce que croyez-moi, ils le font déjà suffisamment comme ça, hein, pensez à désactiver ce machin qui, semble-t-il, alors peut-être pas dans tous les cas, mais il y a des gens qui m'ont confirmé que ce truc-là avait été chez eux activé par défaut. Alors, sur l'ordinateur, c'est hyper facile, vous cliquez sur votre avatar qui est en haut à droite de l'écran, et puis de là, dans le menu déroulant, il y a un truc qui s'appelle mode restreint. Et puis voilà, vous l'activez ou vous le désactivez selon votre choix. Sur téléphone, ça va être un tout petit peu plus subtil, mais franchement pas beaucoup plus. Donc vous allez sur l'application YouTube, vous cliquez sur votre avatar, et puis de là, vous avez un menu. Vous allez dans Paramètres. Et alors, si vous êtes sur iPhone, bah, depuis Paramètres, vous voyez directement mode restreint. Vous activez, vous désactivez comme vous le souhaitez. Si vous êtes sur Android, il faut encore une étape supplémentaire. Vous allez dans Général. Et de là, vous avez mode restreint, activé, désactivé. Et voilà. Voilà, désolé, hein, je sais que c'était relou, mais comme YouTube a décidé de ne pas vous prévenir que désormais, il n'avait pas envie que vous voyiez des vidéos avec des gros mots ou des vidéos avec des sujets qui sont pas très glopes, voilà, je me suis dit que c'était peut-être un peu ma responsabilité de vous le dire. C'est chose faite. Et donc, comme je le disais, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux, et prenez le temps d'y penser.